Salut à tous. Donc aujourd'hui, un podcast spécial complément alimentaire. Je suis aujourd'hui avec Eric Mallet, qui est un spécialiste en la matière. Donc Eric, tu as écrit un livre sur les compléments alimentaires. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Oui, tout à fait. Alors, j'ai écrit un livre avec Christophe Bonnefond, que vous connaissez bien. Et j'ai bossé sur les compléments alimentaires. En fait, c'est mon métier, vu que je suis consultant dans le domaine. En fait, je travaille pour des entreprises qui vendent des compléments. En fait, mon métier, c'est surtout les compléments alimentaires, d'accord, mais c'est surtout les ergogènes. Alors, en fait, les ergogènes, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est une substance qui permet d'améliorer les performances physiques. Donc ça, c'est mon cheval de bataille depuis une quinzaine d'années à peu près. Voilà. Donc c'est surtout ça. Donc alors dans le livre, j'ai essayé de faire le plus complet possible, disons, en essayant de travailler essentiellement sur les macronutriments, sur les micronutriments, antioxydants, etc. Et sur des substances qu'on ne connaît pas très bien non plus pour l'instant sur le marché français. En fait, voilà, c'est tout un ensemble. J'ai essayé de faire assez complet. Enfin, disons qu'au départ, je voulais faire un peu plus long, parce que là, j'étais pas totalement satisfait de mon travail. Mais bon, Christophe avait insisté pour que le livre puisse être vendu à Noël. Donc, bon, j'ai pas, disons que j'ai mis l'essentiel, quoi. Ok, Sur le livre, il s'adresse plutôt aux sportifs ou vraiment de manière générale? Est-ce qu'il y a une partie qui est réservée à l'anti-âge? Est-ce qu'il y a une partie qui est réservée aux sportifs de force, d'endurance? Est-ce que ça s'adresse plutôt aux pratiquants de musculation ou c'est très très large? Alors, je vais dire large, non, pas vraiment. Disons, moi, je pratique la musculation depuis bientôt 30 ans. Enfin, ça fera 30 ans l'année prochaine, en mai. Donc moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est les sports de force. C'est tout ce qui concerne essentiellement la résistance. L'endurance, je connais assez peu. J'ai mis quelques articles sur mon blog à ce sujet, mais c'est pas mon sujet principal. En fait, c'est surtout ça, c'est les sports de force. Les sports de force. Pour ce qui est de l'anti-âge, j'en ai parlé très brièvement à la fin du livre, mais vraiment de manière très succincte, disons. Bon, là, je travaille sur autre chose, sur le transhumanisme un petit peu. Donc là, il y a un livre aussi en projet là-dessus et qui devrait être très très complet sur le domaine. Et bon, c'est un domaine en Europe, on ne connaît pas bien, enfin on ne connaît pas du tout. Alors qu'aux États-Unis, c'est un marché qui est absolument énorme. Il y a énormément de startups qui sont en fait liées au transhumanisme. Et puis bon, ben, on est vraiment en fait sur l'idée d'une longévité en fait augmentée chez l'être humain. Donc on a énormément de recherches scientifiques qui sont faites là-dessus, mais dans le livre, je n'en ai pas parlé expressément. Hein, j'ai Ok, parlé donc là, beaucoup de la c'est créatine, l'acide principalement pour aminé. le pratiquant de bodybuilding, de powerlifting, d'haltérophilie, de crossfit, un petit peu. Oui, Je, c'est ça. je Oui, pense qu'il y oui, a une tout à partie fait. pour le crossfit aussi. Oui, très peu pour le CrossFit, vu que ça, c'est pas un sport que je pratique. Moi, c'est la musculation pure et dure, hein, à la old school, hein, comme on disait avant, quoi. Hein, donc, pas vraiment pour le cross-training, mais disons que pour le CrossFit, on en revient toujours un petit peu au même. On a toujours de la résistance et de l'endurance associées. Ouais, donc concrètement, les pratiquants de CrossFit pourront quand même tirer des choses parce qu'il y a leur sport inclut aussi de la force. Donc concrètement, il y aura des choses qu'ils pourront tirer du livre. Tout à fait, c'est exact, hein, que ce soit pour la créatine, l'ATP par exemple, des Ok. choses comme ça. Oui, oui, tout à fait. Ok, donc j'ai demandé aux personnes sur Instagram de te poser des questions. Donc, on Très va bien. voir un petit peu. Donc, la première question, elle concerne les compléments pour augmenter la testostérone. Alors, je sais que tu aimes particulièrement le zinc pour augmenter la Oui. testostérone. Est-ce que tu Ah. pourrais nous en parler? Alors ça, effectivement, c'est une question très intéressante et qui revient toujours très souvent, hein. C'est très fréquent. Bon, il n'y a pas que le zinc non plus, c'est pas là-dessus que j'aurais voulu insister. Bon, bah, le zinc, c'est peut-être un antioxydant, c'est vrai, mais c'est en fait, le zinc permet, un petit peu comme le magnésium, disons, d'accéder à énormément de combinaisons enzymatiques qui font que, en fait, le transfert de l'énergie puisse se faire de manière le plus efficace possible au niveau de la cellule. Ok, Voilà, donc donc on tu parle veux dire qu'il d'énergie va agir classique. comme cofacteur de certaines enzymes qui vont notamment intervenir dans la production de testostérone.
Voilà, oui, de certaines enzymes, enfin plus sur l'énergie pour aller vers Ok, l'ATP. ok. Euh, mais bon, c'est surtout ça, quoi. Par contre, pour le magnésium, là, c'est différent. Oui, on a énormément d'enzymes qui nécessitent en fait du magnésium, ainsi que l'ATP pour préserver en quelque sorte l'ATP de l'hydrolyse, donc éviter que l'ATP soit utilisé n'importe comment, n'importe où par la cellule. Donc ça, c'est un exemple assez classique, disons, hein. Euh, L'ATP est lié au magnésium justement pour éviter son hydrolyse, pour éviter les pertes d'énergie en fait, hein. Donc voilà, mais il y a énormément de choses à dire là-dessus. On a vu pour le zinc, par exemple, qu'un taux, disons, élevé de zinc permettait de favoriser, euh, disons, un taux élevé de testostérone aussi. Ouais. Donc, les chercheurs ont travaillé peut-être sur des rongeurs, c'est vrai, mais aussi sur l'être humain. Il y a eu des études cliniques à ce niveau-là. Et ce qui ressort, c'est que le taux de testostérone libre est élevé aussi, puisque ce qui compte finalement, c'est le taux de testostérone libre, qui est non lié. En fait, on y reviendra tout à l'heure, hein, c'est elle qui est active, hein. Mais bon, il n'y a que 2%, disons, de la testostérone qui est active sur le 100% du total, généralement. Donc ça, c'est pour le zinc. Pour le magnésium, c'est un petit peu plus complexe, mais on en revient finalement au même schéma, en quelque sorte. Alors, donc, je vais reprendre mes petites notes, hein, puisque Ouais. forcément, je ne peux pas tout retenir. Donc, on l'a vu pour le magnésium, ce qui compte, c'est l'activation des enzymes. Alors, les enzymes, oui, d'accord, mais à quel niveau? On sait par exemple que pour faire des androgènes, donc que ce soit la testostérone, les oestrogènes, etc., hein, ces hormones un petit peu particulières, et essentielles en fait à notre métabolisme, à la prise de masse, etc., et même aux oestrogènes chez l'homme, hein, qui sont importantes, hein, d'une manière totalement différente, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dessus. Donc, au niveau du magnésium, on en a besoin pour l'activation des enzymes. Alors, les enzymes, oui, d'accord, mais ça se passe comment? Donc, pour produire de la testostérone, on va partir du cholestérol pour passer ensuite vers la pregnolone, la DHEA, l'androsténédiol et in fine la testostérone. Ouais, Voilà. donc pour synthétiser très simplement, on va avoir le cholestérol qui est un précurseur de toutes les hormones stéroïdes, c'est ça, hein? Exactement. Pour pas trop compliqué pour les personnes qui nous écoutent, Voilà, c'est c'est ça. juste. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, le cholestérol, bon, ben, le foie en stocke à peu près 70%, disons 30% est apporté par l'alimentation. Mais bon, c'est quand même difficile de ne pas en produire, disons, hein. On s'est rendu compte que l'alimentation était extrêmement importante, d'où l'importance des acides gras, des apports en graisse qui sont essentiels. Mais le foie, disons, on capte toujours en stock On, 70%. on en produit Toujours à en part, stock. toi qui es dans la biochimie, on en produit à partir de l'acétyl-CoA, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok. Ouais, voilà. Ok. Ouais, Donc, c'est ouais, important quand même d'apporter du cholestérol dans l'alimentation parce qu'il me semble qu'il bien y sûr. a certains polymorphismes génétiques qui font que on n'a pas une bonne conversion de l'acétyl-CoA en cholestérol. Donc, Euh, oui, c'est ça, jamais mauvais d'apporter du cholestérol dans l'alimentation en tout cas. non, tout à fait. Non, c'est pas. Je veux dire, après, il faut relativiser ce qu'on en dit aussi avec les différences HDL, LDL, etc., hein, mais on a besoin de cholestérol. C'est Ok. pas non plus. Je veux dire, on ferait peut-être maintenant mieux de s'occuper un petit peu plus de l'homocystéine que du cholestérol en quelque sorte, Ouais. hein. Pour moi, c'est un peu plus logique. Et qu'est-ce qui est important pour maximiser la conversion du cholestérol en hormones stéroïdiennes? Euh, Les Qu'est-ce que tu veux cofacteurs. dire exactement par là? Tu parlais du magnésium. Est-ce qu'il est important dans cette conversion de cholestérol en hormones stéroïdiennes? Oui, mais peut-être déjà au niveau de la pregnénolone, sans aller plus loin, puisqu'on s'est rendu compte, par exemple, chez des gens de 40 ou 50 ans qui en fait avaient un taux de pregnénolone qui était un peu trop bas pour leur âge. Alors, ce Mhm. qui est assez amusant, c'est que dans les années 90, même un petit peu avant, dans les années 80, euh, il y a des chercheurs qui se sont dit, oh, la DHEA, c'est l'hormone miracle, etc., c'est l'hormone du rajeunissement.
Alors qu'on a vu plus tard que c'était tout à fait faux, c'est un intermédiaire qui est important, la DHEA, vers les hormones stéroïdes, d'accord, mais bon, si vous manquez de pregnénolone, ça va être dur pour la suite, quoi. Ça va être Ok. difficile, forcément. Et donc, le magnésium est important pour cette conversion du cholestérol en prégnénolone. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement. C'est pas la seule chose non plus, hein. Un taux suffisant de magnésium va aussi être corrélé à un taux suffisant d'IGF-1, Ok. par exemple. Alors, l'IGF-1, qu'est-ce que c'est? C'est un métabolite de l'hormone de croissance, ou somatropine, en fait, à partir du foie. Donc, l'IGF-1 est elle aussi corrélée, par exemple, avec la testostérone, puisqu'en fait, on sait très bien que les deux sont indirectement liés, puisque la testostérone va permettre en fait de faire un lien avec l'IGF-1. Euh, Et, alors, et comment avoir des niveaux suffisants d'IGF-1? Je sais que manger déjà suffisamment de protéines est important pour l'IGF-1 de manière oui, c'est une globale. hormone peptidique, d'accord, mais de toute manière, l'organisme en fait quoi. Ouais. L'organisme en synthétise suffisamment. Euh, pour que. Bon, après, ce qui va vraiment compter, c'est le taux d'IGF-1 intramusculaire, hein, puisqu'en fait, que ce soit le taux de somatropine circulant ou d'IGF-1, c'est pas ce qui va compter exactement le plus. Ce qu'il faut, c'est que le taux d'IGF-1 au niveau intramusculaire, c'est en fait l'IGF-1 active euh, soit suffisante au niveau intramusculaire. Et ça, on a vu que le magnésium, il y avait une part aussi. Voilà, c'est Ok. l'IGF-1 qui va permettre en fait la prise de volume, l'hypertrophie, etc., la synthèse des protéines, donc la synthèse de nos propres protéines pour refaire des protéines contractiles ou non contractiles en fait, hein. Voilà, donc ça va se jouer là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi du magnésium? Il y a énormément de choses à dire, quoi, hein. On peut parler peut-être des facteurs inflammatoires, ce qui va jouer aussi. Un taux suffisant de magnésium permet une baisse justement de l'inflammation, des facteurs inflammatoires comme le TNF-alpha et les autres, hein. Ok. Euh, on a Donc, remarqué aussi, de manière générale, limiter l'inflammation, c'est-à-dire aussi limiter l'inflammation qui peut être liée aux oméga 6, qui peut être liée effectivement, donc de manière globale, il faudrait éviter une inflammation globale qui est importante pour oui, avoir c'est un ça. taux. Ah, ah, effectivement. C'est lié, hein, l'inflammation est corrélée négativement avec la testostérone. Il faut éviter le surentraînement aussi, il faut éviter de faire comme moi, par exemple, vous entraîner beaucoup trop, puis après d'être complètement par terre pendant 3 semaines, c'est pas une bonne idée, quoi. Hein, puis après, forcément, après, ça va plus. Alors, il y a une notion aussi qui est importante à retenir, c'est celle de l'affinité avec la SHBG. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la SHBG, c'est une globuline, en fait, quoi. C'est bon, une forme d'albumine, pardon. Donc, c'est une protéine que vous avez dans le sang qui est généralement liée à la testostérone. Donc, la SHBG et d'autres albumines va lier 98% de la testostérone. Et en fait, vous savez, comme on le disait tout à l'heure, il faut que la testostérone soit libre, donc libre d'être, elle est déliée en quelque sorte pour pouvoir agir au niveau de la cellule et être ensuite avec la 5-alpha réductase d'être convertie en DHT. Bon, donc ça, théoriquement, bon, ben, c'est ça, quoi. Donc, c'est ce qui se passe un petit peu au Et, niveau cellulaire. et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir un ratio de testostérone libre sur testostérone total important, plus important? En fait, Sur quoi on peut jouer? bah, sur le magnésium, déjà, sur une prise suffisante de magnésium, le zinc, on l'a vu, mais c'est pas le même, c'est pas les mêmes voies. Euh, je vais reprendre mes fiches. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai travaillé avec Christophe pour en fait formuler en fait le virilis, puisqu'en fait Christophe m'a demandé de travailler sur quelque chose qui soit efficace au niveau de la testostérone en quelque sorte. Et puis bon ben, j'ai dit bah, écoute, Christophe, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses que l'on sait par exemple par rapport à l'ortie, donc la racine, pas la feuille. C'est que dans l'ortie, dans la racine d'ortie, on a ce qu'on appelle des lignanes. Donc, les lignanes, c'est un composant de l'ortie qui va justement jouer sur
sur ce lien de la testostérone à la SHBG. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Alors avec l'ortie, on peut rajouter du palmier de scie. Donc le palmier de scie ou sabal, en fait, c'est une plante qui contient d'autres composés qui vont aussi jouer sur l'aromatisation de la testostérone, qui vont la réduire en quelque sorte. Alors Ok, l'aromatisation donc, de la testostérone, c'est quoi? En fait, c'est tout simple. Chez l'homme, on produit pas on produit pas euh, on produit pas de stradiol, pardon. Et donc, en fait, le stradiol chez nous, il est fabriqué à partir de la testostérone. Donc, on a une petite enzyme qu'on appelle l'aromatase qui permet justement d'avoir des œstrogènes, puisque les œstrogènes sont utiles aussi chez l'homme pour plusieurs choses, hein. Ne serait-ce que pour la croissance musculaire aussi, ça peut jouer un peu. Voilà, donc en fait, on s'est rendu compte que l'ortie et le palmier de scie pouvaient justement jouer sur ces facteurs. Donc sur une baisse de l'aromatisation euh, et sur la SHBG, en fait, qui permettait de réduire justement ce lien à la testostérone. Quand la testostérone est libre, elle est active au niveau cellulaire. donc, on a un double effet au niveau de l'aromatase et aussi on a un effet au niveau de la SHBG avec l'ortie. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et même 4 si on ajoute le magnésium et le zinc. Ok, En fait, c'est ça. C'est toujours en fait, quand on formule un complément, il s'agit toujours, en quelque sorte, d'essayer de créer une synergie pour que ok. ça Donc, fonctionne. avec toute cette combinaison, et puis à côté de ça, si on limite l'inflammation de manière générale, si on n'a pas un taux de graisse trop important, parce qu'on sait que les cellules graisseuses produisent aussi de l'enzyme aromatase. Effectivement. Ouais, effectivement. Enzymes l'aromatase, mais elles sont aussi pro-inflammatoires. En fait, Euh, on s'est rendu compte aussi, enfin, je dis toujours on s'est rendu compte, mais c'est qu'on sait très bien, et depuis très longtemps, que en fait, euh, comment je vais dire, le taux de graisse corporelle est toujours lié à la libération de testostérone. Un obèse va toujours en produire moins, aura toujours une tendance à l'inflammation qui sera plus élevée. Et en fait, ça marche comme ça. Donc, Ok. ce qui compte aussi, c'est le régime alimentaire. En fait. C'est le régime alimentaire, l'exercice, c'est ce qui va jouer quoi, sur la. Le régime alimentaire, l'exercice, et à ça, on peut rajouter certains compléments qui peuvent, dans une approche globale, améliorer les choses. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. on sait qu'il y a des végétaux qui agissent là-dessus. Il y en a très peu. Euh, il y en a d'autres, mais bon, pour certains, il y a plus d'effets secondaires, disons, Pour toi, que de ce serait vraiment ton top 4. Zinc, magnésium, l'ortie et l'autre plante que dont tu as parlé, c'est laquelle? Le sabal, en fait, palmier de scie. Ok. Le palmier de scie. On dit toujours palmetto en anglais, quoi. Ah oui, c'est Euh, pas le métaux, je connais. ouais, Voilà. oui, c'est ça. Je connais par ce nom-là. Voilà, c'est ça. Et la vitamine A pourrait être intéressante en tant que précurseur aussi de tout de synthèse d'hormones stéroïdiennes avec le cholestérol. S'assurer Oui, d'avoir assez de vitamine A. ouais, ça, il faut le dire aussi. Ouais. Ouais, ça, c'est important à ce niveau-là, effectivement, et aussi pour le système immunitaire, ça, c'est évident. Donc, Ok. tout ce qui est source de bêta-carotène, en fait, donc je dirais toujours de manger de la mangue, en fait, en quelque sorte. Ok. Ok. Donc, je pense que pour cette question, on a fait un petit peu le tour. On va passer à la seconde question. Existe-t-il des suppléments qui aident à brûler de la graisse? Alors, c'est un petit peu le sujet que tout le monde voudrait qu'il y ait un supplément miracle qui Ouais, permet de voilà. brûler la graisse. Est-ce qu'il en existe un qui fonctionne? Ben, je dirais que c'est un petit peu prendre le problème à l'envers et c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Puisqu'en fait, Hmm. perdre de la graisse, ça veut dire qu'on va faire de l'exercice, qu'on aura un régime alimentaire adapté. Ensuite, on peut voir les suppléments, c'est vrai, on va voir un complément alimentaire, ça va être un outil qui nous permet d'aller plus loin. Alors, le plus simple et le plus évident à dire, c'est que effectivement, la caféine va nous aider à libérer de l'énergie. Ouais. Et c'est l'énergie qui va plutôt venir, qui va venir plus facilement des graisses que des sucres, en fait, hein. Donc, en fait, un taux de caféine élevé, pas trop élevé non plus, puisque là, ça peut devenir problématique, va faciliter en quelque sorte l'oxydation des graisses par rapport au glucose.
Je pense que c'était une étude que j'avais vue qui montrait une augmentation du métabolisme de 3% avec 125 milligrammes de caféine, quelque chose comme ça. Donc, Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas beaucoup en fait, hein. C'est mais assez relatif. c'est toujours ça de prix dans les C'est choses toujours qui ça. marchent. Oui, c'est ça. Après, on va effectivement parler de la thermogénèse. Mais en fait, la caféine va agir à différents niveaux. C'est au niveau de l'adrénaline, par exemple, donc il va augmenter euh, la combustion des macronutriments. Euh, mais bon, je veux dire que ça reste toujours assez relatif. Ouais. Vu que si vous disiez, oh, pardon, ça va plus. Si vous vous dites par exemple, ah ben, je vais faire un régime pendant 3 semaines, je vais augmenter ma consommation de caféine pendant 3 semaines, bon, ben d'accord, effectivement, vous allez perdre un petit peu plus de graisse. C'est évident. Après, il faut voir aussi ce qui va se passer après cette période au niveau de la phase de maintien. Donc, oui, ça, on peut le dire, c'est effectivement un moyen de libérer, de brûler un petit peu plus d'énergie pendant l'entraînement ou avec le phénomène qui est bien connu qu'on appelle la thermogénèse et qui permet justement de brûler un petit peu plus sur la durée. Mais Donc ça reste assez relatif. la caféine est quand même utile. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être je pensais à la choline ou certains acides aminés comme la tyrosine, tout ce qui est précurseur en fait de l'adrénaline et de la noradrénaline tout simplement. Et la choline est particulièrement intéressante pour toutes les personnes qui ont des problèmes de foie gras et ce genre de choses. Donc, de toute façon, même si Oui, c'est ça, effectivement. Ouais, tout à fait. La elle choline, va aider à ah, exporter les ah, acides gras hépatiques, c'est les ça, dans le triglycérides. métabolisme des graisses avec son cousin un petit peu l'inositol. Ou sa Ok. cousine, je ne sais pas si on peut dire sa cousine. Euh, effectivement. Et à part ça, est-ce qu'il y en a d'autres encore? Mais je pense que tu vas me dire que non, mais Après, on peut parler des fibres dans le cadre d'un coupe-faim, mais bon, c'est à double tranchant aussi, puisque ah, un excès de fibres, c'est aussi une perte au niveau de l'assimilation des nutriments. ouais. Donc, c'est pas forcément non plus Et l'idéal, hein. c'est pas vraiment un brûleur de graisse à proprement parler, mais ça peut aider par rapport à la satiété. C'est ça, hein? C'est ça, effectivement, on peut jouer là-dessus. C'est pour ça que j'avais tablé sur le nopal et puis les pectines de pomme, en fait, en quelque Ok. sorte. Pectine de Voilà. pomme qui est une fibre insoluble. Oui, elle est insoluble, ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc, désolé pour la personne qui a posé la question, mais il n'y a rien de magique. Un petit peu de caféine, peut-être un petit peu de fibres qui permettent de réguler un petit peu la satiété, mais rien de magique au niveau des brûleurs de graisse. Et je pense que tu diras que ça ne sert à rien non plus de prendre des doses incroyables de caféine, qu'on n'a pas un effet beaucoup plus important en prenant des doses incroyables. Après, on dort mal, effectivement. Puis sur la durée, ça peut être mauvais pour le cœur aussi, pour le système cardiovasculaire. C'est pas l'idéal, quoi. Ok. Ok, alors maintenant, on va parler d'un sujet qui fait polémique depuis longtemps. C'est la fenêtre anabolique. Ah oui, alors, Est-ce qu'elle existe? Est-ce que tu peux nous en parler? Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la fenêtre anabolique, comme certaines personnes veulent un petit peu l'expliquer, et puis ce qui est la vérité derrière tout ça? alors oui, voilà, la fenêtre anabolique, je vais vous dire, oui, ah, c'est formidable, effectivement, elle existe. Enfin, elle existe, mais je veux dire de manière relative. Alors, il y en a certains qui vont vous dire, ah, ça dure une demi-heure, ça dure 2 heures. Il y en a d'autres qui vont vous dire, ah, ça dure 4 heures, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, cette fenêtre anabolique? Tout ça, en fait, ça repose sur un bouquin qui avait été publié par John Irving aux États-Unis et Portman, en fait, et ce qu'ils appellent, c'est un nutrient. Euh, Ça date de combien de temps, ça, Eric? c'est ça, les 90, je pense. Je vais regarder sur l'ordi. Euh, euh, ouais, je pense que c'est ça, hein. Ok. Donc, ça, c'est les androgènes. Euh, ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, alors, ouais, c'est ça, c'est Nutrient Timing, Future of Sport Nutrition. Ah ben, ça date de 2004, en fait, c'est ça.
Ouais. Ok, donc c'est Ça quand date de même 2004. plus récent que ce que tu pensais. Oui, c'est ça. Ok, Ouais, ça c'est récent. Mais disons que les marques de compléments alimentaires, d'un point de vue purement marketing, elles en ont bien profité aussi, hein, à pour vendre la partir de peau. là ou déjà avant? Il y a des recherches qui sont faites avant, parce que je veux dire, parce qu'en fait, Portman et Evie se sont basés euh, sur des études. Euh, bah, je vais ouvrir, j'ai fait une capture d'écran. Alors, ah ouais, ça date de 1988. Ok, Ah, ça date de 1988. C'est des études qui ont été publiées dans le Journal of Pathology. En fait, c'est des chercheurs texans, alors qui ont commencé justement à travailler euh, sur la supplémentation de glucides après l'exercice et sur le timing des protéines. Oui, donc en fait, c'est ça, c'est pas si récent que ça. En 1988, ouais, c'est ça, c'était l'époque, un petit peu avant l'oxyde nitrique, quoi. ok, Même avant, c'est au niveau de la créatine, quoi, parce qu'on ok. commence à parler de créatine. Et donc, ce bouquin, qu'est-ce qu'il nous dit sur la fenêtre anabolique exactement? Alors, ce qu'il nous dit, c'est que effectivement, euh, bon, voilà, là, euh, voilà, donc je ne peux pas vous montrer le tableau d'ici. Donc, on voit qu'en fait, avec la prise de protéines, en fait, la synthèse des protéines, enfin de protéines de lactosérum, de caséine, ce que vous voulez, en fait, hein, la synthèse des protéines est augmentée. Alors, Après quand vous prenez l'entraînement. votre protéine immédiatement, c'est ça, immédiatement après l'entraînement, par rapport à la prise d'une protéine 3 heures après. Ok, Alors voilà, donc on en revient à cette histoire de timing. Donc, ce qu'il faut prendre une protéine, il faut prendre des glucides aussi, hein. Alors, pour vous donner la base, disons ce que j'ai noté dans le livre, en fait, hein, avec Christophe, c'est tout simplement que si vous ne prenez rien après l'entraînement, vous allez en fait précipiter en quelque sorte le catabolisme, hein. Donc, le catabolisme, c'est ce qu'on appelle la protéolyse, tout simplement. C'est qu'en fait, vos muscles vont libérer leurs acides aminés en quelque sorte, hein, pour essayer de simplifier en fait le principe, pour refaire de l'énergie, puisque la première chose à faire euh, après l'entraînement, c'est de refaire du glycogène. donc pour faire du glucose. C'est ça. Ouais. Donc ça, si vous Ok, ne prenez rien. Alors si vous prenez des glucides, donc le catabolisme est stoppé. Donc ça, c'est hmm, intéressant, puisque bon, voilà, là, vous n'avez pas de perte, mais vous n'avez pas de gain non plus. Là, c'est stoppé. Si vous prenez en fait des protéines, donc vous prenez, admettons que vous soyez jeune, que vous ayez 20 ans, que vous ayez commencé la musculation, vous prenez 20 grammes de lactosérum. Donc on sait que c'est suffisant pour refaire du glycogène et puis redémarrer en fait l'anabolisme, donc la synthèse des protéines. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est efficace. Donc 20 ans plus tard, vous avez 40 ans, vous êtes vieux, là il va falloir en fait une quarantaine de grammes de protéines. Donc c'est ça. Bon, j'insiste entre guillemets là-dessus, puisqu'en fait quand on pose des questions, et là je vois par rapport à la question que tu m'as posée, c'est toujours des questions qui sont posées hors contexte. ok, Et donc c'est toujours ça plus dépend vraiment de difficile la de personne la alors. répondre. Voilà, c'est ça. Ça dépend énormément de l'âge, hein. C'est vrai pour la leucine, c'est vrai Et, pour les protéines. et du coup, est-ce Il qu'il y y a a des vraiment un problématiques. intérêt de prendre une protéine directement après l'entraînement ou on peut se permettre d'attendre, de prendre 1 heure et demie, 2 heures? Oui, c'est faisable. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous parce que de toute manière, je vais prendre mon bus après pour rentrer. Donc, moi, je vais prendre ma barre de céréales. Je vais prendre, enfin, je prends ma barre de céréales et puis bon, je vais prendre mes noisettes. Parce que Euh, je pense à l'étude de Schoenfeld et Aragon qui dit que concrètement, voilà, c'est ça, la, j'allais y venir. la fenêtre anabolique n'a pas trop d'importance à partir du moment où on place son entraînement entre deux repas qui sont espacés de globalement entre 4 et 6 heures, il me semble. Voilà, c'est ça. Alors, ce que dit Schoenfeld, c'est très intéressant parce qu'en fait, lui, il nous dit que dans l'introduction de son article, il reprend l'ensemble des éléments qui ont été donnés par Ivy et par Portman. Donc, en fait, hop.
Là, je vais ouvrir son article. Voilà. Ah bah tiens, je suis pas sur le même lien. Donc son article, l'article de Schoenfeld et Aragon, en fait avec ses cookies. Alors, Nutrient Timing Revisited, is there a post-exercise anabolic window? Donc en fait, ce qu'il nous dit euh, dans l'introduction de l'article, c'est qu'effectivement, il revient sur les faits, il dit qu'effectivement, c'est ce qu'on a constaté, mais que de toute manière, la première chose à faire, c'est de refaire du glycogène. Donc, même si vous prenez une protéine, vous allez de toute manière, in fine, refaire du glycogène. C'est la première chose, c'est la chose essentielle au niveau de la récupération post-exercice. Et que de toute manière, en fait, cette reprise de glycogène et puis cette synthèse des protéines, elle est toujours relative puisque vous ne pouvez pas, à moins de faire un entraînement de 3 heures, mais ça c'est totalement contre-productif, c'est une très mauvaise idée, vous ne pouvez pas non plus déstocker l'ensemble de vos réserves de glycogène, c'est pas possible, musculaire et hépatique, c'est pas possible. Je Donc pense en qu'il y fait, a- ouais, je pense qu'il y avait des études où il faisait quelque chose comme 20 séries de cuisses et qu'il déplétait quelque chose comme 25% du glycogène hépatique, quelque chose comme ça. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu utilises le terme de déplétion, enfin, c'est un peu un anglicisme, mais effectivement, c'est peut-être plus rapide aussi à dire, quoi. C'est Hein. Non, non, c'est vrai. Là, c'est c'est juste. problématique quand on lit un peu les recherches en anglais et puis on… Ouais, c'est ça, tout à fait. On a un peu cette tendance. Non, mais c'est ça, quoi. De toute manière, après, Schoenfeld va revenir en fait sur la question du volume ou de l'intensité d'exercice. Donc, l'intensité d'exercice, elle varie comment? Bah, tout simplement en fonction de votre pourcentage de VO2 max, en quelque sorte, quoi. Donc, si vous êtes à 40, 50%, vous n'êtes pas sur un exercice intense. Si vous êtes à 80% de votre capacité respiratoire maximum, c'est que là, euh, effectivement, vous allez très loin en termes d'intensité. Bon, et même dans des cas extrêmes, je veux dire, par exemple, je suis même arrivé en hyperventilation sur une série de biceps. Ah, mais enfin, bon, j'avais vraiment été très loin. C'est pour dire que ça peut toujours arriver. Mais Ouais. même dans ce cas-là, de toute manière, bon, euh, cette fenêtre anabolique, en quelque sorte, elle est toujours relative. Alors, ce qu'on peut dire aussi après Schoenfeld, c'est qu'on peut revenir de toute manière sur la question de la balance azotée. Donc la balance azotée, c'est quoi? C'est l'équilibre. L'équilibre en azote, ça veut dire que si cette balance azotée est positive, donc vous allez en fait générer une synthèse des protéines. Si elle est négative, vous restez en fait sur le catabolisme. Donc En fait, l'équilibre entre la MPS et la MPP, la ouais, dégradation c'est des protéines et ouais, la voilà. synthèse des protéines. Et la synthèse, c'est ça. Donc en fait, cette synthèse, on peut difficilement la mesurer. Vous pouvez toujours l'estimer par rapport à vos besoins, mais bon, pour la mesurer, il faudrait vraiment aller dans un labo et puis bon, bah, peut-être faire une prise de son ou aller plus loin. Mais même à ce niveau-là, c'est pas mesurable, je veux dire. Donc, si elle est positive sur la journée, donc si vous avez pris vos repas avec vos protéines et puis vos glucides aussi, forcément, ce serait une très mauvaise idée de réduire vos glucides. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Donc, Ok. en fait, vous allez vous dire, ah ben tiens, oui, ma balance azotée est positive, ça veut dire que je vais refaire du muscle après l'entraînement. Euh, c'est vrai, mais c'est très relatif. Donc, si vous avez, disons, une balance azotée positive sur 48 heures, là, vous avez déjà, je veux dire, quelque chose d'un peu plus réel, d'un peu plus objectif. Après, Ok. on peut le voir sur 72 heures, sur une semaine, en fait. Donc là, vous pouvez vous dire, oui, effectivement, j'ai gagné du muscle, j'ai augmenté ma synthèse des protéines, ou ben non, effectivement, je suis allé trop loin dans l'effort, et puis bon, bah, ça n'a pas, le résultat n'est pas concluant à ce niveau-là. Donc en fait, cette fenêtre anabolique, elle existe effectivement, alors qu'elle dure une demi-heure, peut-être pas, peut-être 3 heures ou 4 heures, et encore c'est assez relatif, mais bon là on est effectivement dans quelque chose, dans la relativité en fait de la chimie organique. En fait là, le gain musculaire, ça se passe sur la journée, ça se passe sur 3 jours, ça se passe sur 5 jours, sur une semaine, sur un mois. Ok. Et donc concrètement, Eric, donc si on place son entraînement entre deux repas, il n'y a pas de raison de courir prendre un shaker après l'entraînement. C'est bien Non, ça d'accord? sert à rien.
Mais maintenant, admettons pour une personne qui n'a pas pris de protéines avant l'entraînement, on va dire qu'elle n'a pas pris de protéines depuis 6 ou 8 heures, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre directement des protéines après l'entraînement? Ben, pas forcément. Pas Ça va forcément. dépendre de Encore une réserve fois, de c'est sur la glycogène. journée que ça se passe. Ça, ta question, elle est intéressante puisqu'en fait, Schoenfeld revient aussi sur le sujet en disant que de toute manière, si votre taux de glycogène est suffisant, je vais dire, à la rigueur, vous allez même prendre des glucides. Je pense que tu as une question là-dessus. Prendre des glucides, peut-être des disaccharides, hein, des glucides, des sucres simples. Pendant l'entraînement, ça va justement réduire en quelque sorte le risque de catabolisme. Ça peut jouer sur le cortisol aussi en le réduisant, ce qui fait que de toute manière, vous n'avez pas grand-chose à craindre euh, à ce niveau-là, quoi. Il faut du Ok, catabolisme en quelque sorte, hein. Je veux ok. dire, vous pouvez très bien prendre des glucides pendant l'entraînement et en prendre après, et puis remanger, prendre un repas tout à fait correct après. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment pas sur les quelques heures qui se passent après l'entraînement que la prise de Non, muscle va avoir une non, influence. non. Ok. Ben, pour moi, ça se passe comme ça. En fait, je sors de la salle et donc il me reste 7 minutes pour arriver en fait à l'arrêt de bus. Donc je continue à courir. C'est-à-dire que mais je cours bien parce que bon, j'ai l'habitude de rater mon bus. Tu Donc en fais fait, ton cardio, quoi, à ce ouais, moment-là. c'est ça, c'est ça. Donc je cours à fond. Et donc si j'ai de la chance, j'arrive à prendre mon bus. Et puis après, je mange ma barre de céréales. Donc Ok. pour vous dire à quel point je m'en fous de Là, là, la tu refais tes protéine. réserves de glycogène. Voilà, c'est ça, exactement. Après, j'ai 20-25 minutes de bus et puis après seulement je vais manger. Donc en Ok. fait, ça marche comme ça au niveau organique, ça marche comme ça. Faut Et pas faire une donc, obsession. quand tu rentres chez toi, tu manges un repas complet ou tu prends une protéine en poudre? Non, un repas complet. Je vais prendre une protéine avant parce que j'aime bien. Parce que Ok. j'aime bien le goût. Je vais prendre mon Big Yam parce que j'aime bien. C'est ça, ça fait un apport supplémentaire de protéines en fait. C'est pour ça qu'on prend des compléments alimentaires. C'est pour jouer justement sur ces apports en protéines. Ok. Ok, super. Donc, pour la fenêtre anabolique, il n'y a pas de raison de courir juste pour. On peut courir pour prendre son bus, mais pas Ouais, pour prendre son voilà, c'est ça. shaker. Ouais, c'est un peu le problème en fait. Donc là, tu as un peu déjà répondu. Prot à digestion rapide après l'entraînement, utile ou futile? Est-ce que entre un mélange de protéines, par exemple un mélange de protéines de whey et puis de caséine, et puis la caséine, la whey seule, est-ce qu'il y aurait une différence? C'est difficile à dire. J'avais mis deux, trois articles là-dessus. Euh, Après, je veux dire, on va dire, oui, la caséine, forcément, c'est des micelles, donc c'est vraiment des groupes de protéines liées, etc. Bon, ça va prendre plus de temps euh, à digérer. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre en fait du lactosérum avant, enfin la whey, comme on dit. J'ai un peu du mal avec ce terme, hein. Enfin, c'est plus du marketing que. Moi, Euh, j'ai une étude en tête qui comparait la whey protéine avec un mélange de protéines et qui montrait que sur plusieurs heures, on avait une synthèse des protéines qui était plus importante avec le mélange de protéines par rapport à la whey. Par c'est contre, possible. dans les quelques minutes, on avait une synthèse des protéines musculaires qui était plus importante avec la whey, ce qui est logique dans un sens. C'est Mais dans ça. la globalité, Ça me dans- paraît cohérent. Après, si vous buvez du lait, par exemple, c'est une protéine complète, donc vous avez du lactosérum et en fait, et de la caséine. En fait, ça aussi, j'en parle dans le bouquin parce que ça, c'est un sujet très intéressant. Et on s'est rendu compte que par rapport à un apport de lactosérum ou un apport de caséine, quand vous preniez les deux en même temps, quand vous preniez du lait, en fait, la synthèse des protéines était augmentée. Et donc, ça pourquoi? En fait, on s'est posé la question, et c'est tout simplement pour dire que l'être humain, quand on est bébé, quand on a 6 mois, 1 an, on boit du lait, quoi. On boit du ouais, lait, on profite autant des protéines que des immunoglobulines, en fait, des polypeptides, qui vont venir renforcer le système immunitaire, hein. Ça, c'est pareil pour tous les mammifères. En fait, ce qui importe au départ chez l'être humain, c'est de pouvoir renforcer le système immunitaire qui est encore assez naïf au départ, quoi. ok, ok. Donc probablement pas une importance capitale non plus pour la différence whey ou mélange de protéines, pas d'après toi. Non, c'est ça. Après, vous pouvez très bien prendre
votre protéine de lactosérum après l'entraînement, hein, c'est tout à fait, je veux dire, c'est une bonne idée, hein, pour refaire du glucose par la néoglucogénèse. Et puis, bon, ben voilà, quoi, non, c'est une très bonne idée. Moi, je ne le fais pas, puisque de toute manière, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, la fenêtre anabolique, c'est relatif. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est ce que vous prenez pendant la journée, comment vous mangez pendant votre journée. Si vous atteignez votre quota de protéines pendant la journée et si vous voulez continuer à atteindre ce quota pendant votre semaine d'entraînement, Ok. voilà. Sans manquer de glucides, effectivement. Alors, on va justement parler des glucides. Donc, est-ce que les glucides pendant l'entraînement ont une importance? Donc, quand on parle de musculation. Donc, tu as déjà un petit peu répondu. Et d'après toi, Oui. ça peut être une bonne stratégie pour éviter justement un certain catabolisme après l'entraînement? Pas forcément. Bah, j'ai répondu à la question, c'est vrai, par rapport au cortisol, par rapport à la baisse Ouais. de cortisol en prenant en fait des sucres simples, enfin du sucre tout simplement, hein, fructose, glucose, pendant Donc, l'entraînement. du sucre de table, du saccharose. Ouais, c'est ça. Vous pouvez prendre aussi une boisson isotonique, hein, ouais, c'est pas grande différence, quoi, hein. Disons que pour le pratiquant de musculation, il n'y aura pas une grande différence. Et puis pour le pratiquant qui fait plus de l'endurance, là, ça pourra avoir une plus grande importance de voir au niveau des ratios glucose-fructose et ce genre de choses. Effectivement, ouais, c'est tout à fait juste, quoi. Hein, c'est même pour ça, je veux dire que sur des exercices d'endurance de longue durée, on va constater en fait chez l'être humain qu'il y a souvent une baisse de la testostérone. Ouais. Alors on se dit, ah, pourquoi c'est catastrophique? Alors pourquoi? Mais non, c'est que tout simplement, en fait, dans le cadre de l'endurance, euh, ce qu'il faut éviter, c'est justement l'hypertrophie musculaire. Donc comme quoi la nature est bien faite, hein. Donc Donc ce serait une adaptation justement pour c'est une permettre de performer à ces niveaux. Il faut justement perdre un petit peu de masse musculaire. ne pas perdre, mais la maintenir, quoi, disons. On n'a Ok. pas besoin d'hypertrophie. Alors ensuite, pour en revenir au sport de force, que de toute manière, est-ce que c'est utile de prendre des glucides pendant l'entraînement? Alors, je vais dire oui et non. Ça dépend du contexte. Ça dépend de ce que vous avez mangé avant. Si vous avez mangé suffisamment, vous avez pris votre protéine, votre Big Yam avant. Je veux dire que si vous avez mangé votre repas, vous avez pris un petit déjeuner assez solide, pareil pour le repas du midi, etc. Si vous allez prendre une collation avant, si vous prenez votre collation après, puis que vous décalez votre repas, je veux dire, il n'y a pas de raison euh, de prendre des glucides en plus. Moi, je prends de l'eau, hein. Pendant l'entraînement, je prends de la flotte, hein. Ok. Ce qui est important avant tout, c'est l'hydratation, hein. Ça, c'est... Parce qu'il y a le Big Yam avant et il y a la barre de céréales après. Donc il n'y Ouais, a pas de nécessité de ouais, c'est prendre ça. plus. Ouais, Ouais. en gros, c'est ça, quoi. Hein. Non, mais ça, quoi, c'est pas. Par contre, si vous êtes en période de sèche, donc de définition musculaire, là, effectivement, si vous prenez des glucides pendant, si vous allez jouer justement sur une fenêtre, mais ça, c'est une fenêtre intelligente qui va vous permettre de dire, ah ben oui, je vais prendre mes glucides avant et je vais prendre mes glucides pendant et après, euh, pour dire, tout en restant en fait dans votre quota calorique sur la journée, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ok. Ok. Donc pas Il n'y a pas forcément de pro. il n'y a pas un intérêt forcément, mais ça c'est encore une fois une stratégie qui peut être mise en place. Ouais, tout à fait. Dépendant du contexte, encore une fois. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, je veux dire, il y a ça 10 ou 15 ans, moi, je prenais c'est quoi? C'était un truc de Gaspari, là. C'était hyper sucré, c'était pas bon. Ben, j'avais beau m'entraîner, je suis ici par prendre du gras, quoi. Ouais, Donc, parce que c'était pas c'est quelque chose qui te mettait en surplus calorique, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Alors que je faisais de l'exercice pendant. Ouais. Et encore une fois, le surplus calorique, qu'on fasse de l'exercice ou pas, si on est en surplus, c'est sur la globalité que ça se passe. Exactement. Là, pendant le confinement, là, c'est problématique. Là, si on ne se pas après assez suffisamment, c'est pas bon. Alors, et les BCA pendant l'entraînement, est-ce que tu es plutôt pour? Non. Je suis contre parce qu'en fait, c'est une histoire de marketing. Ok. Ça m'énerve, ça, les BCA avant, les BCA après, c'est ridicule. Enfin, disons que c'est bien pour le fabricant puisque ça permet d'en vendre plus. Hein, il faut bien vous dire qu'en fait, les BCA, donc c'est quoi? Vous avez la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc, les trois sont liés en quelque sorte au métabolisme énergétique,
La leucine, elle va créer en fait un petit pic d'insuline, ce qu'on appelle en fait le pic d'insuline de phase 1. C'est-à-dire que en fait, le pic d'insuline qui est créé quand vous prenez une protéine, c'est justement fait pour l'assimilation des acides aminés. Ça, vous allez voir par exemple les vidéos de Gabrielle Lyon, elle en parle très bien. Donc la leucine et l'insuline, en fait, ben, en gros, c'est mTOR-C1 et mTOR-C2, en fait. C'est ça, Ouais. quoi. Hein, ça permet justement d'assimiler les nutriments. En fait, c'est ça. Donc, il y a la valine qui va jouer aussi sur le métabolisme du glucose, l'isoleucine qui va jouer sur les transporteurs du glucose, le GLUT4, en fait, pour être précis, même s'il y en a d'autres, on ne rentre pas dans les détails ici. Et donc, je veux dire, voilà. Seulement, les BCA, vous ne pouvez pas les isoler sur le plan biologique, sur le plan biochimique. Vous ne pouvez pas isoler trois acides aminés, même si c'est des acides aminés essentiels et importants. Ça n'a pas de sens, puisqu'en fait, il n'y a pas que les BCA. Quand vous refaites de l'énergie au niveau cellulaire, vous allez passer par l'alanine, vous allez passer aussi par la glutamine, etc. Il y a le jeu des enzymes qui fait que vous avez plus que trois acides aminés qui vont en fait vous permettre de faire de l'énergie. Bon, il y a le passage glutamate, glutamine, acide glutamique, etc. Il y a l'alanine aussi qui va repasser par les intermédiaires qui va nous permettre de faire de l'énergie. En fait, c'est ça. Donc, si vous voulez utiliser vos BCA, et c'est ce que je conseille vraiment généralement, c'est de les prendre pendant le repas. Parce que pendant votre repas, vous allez prendre des protéines et vous allez prendre des BCA aussi. Donc, ça veut dire que vous allez reprendre de la leucine, de la valine et de l'isoleucine. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intelligent. Mais par contre, si vous prenez des BCA avant l'entraînement et après, c'est que, bon, bah, c'est que vous avez pas mal d'argent à dépenser là-dessus. Et c'est plutôt intéressant pour les végétaliens Peut-être. pendant les Ouais, repas, pour atteindre ouais. justement leur seuil de leucine. Ça, ça c'est une très bonne, ouais, c'est une très bonne, c'est une très bonne idée, effectivement. Ok. Ok, donc, Donc, le seuil pour la leucine, c'est 2,8 grammes, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est ça. hmm. Je pense que c'est ce que disait Gabriel, en fait, quoi, pour stimuler la et, mTOR. et du coup, après l'entraînement, non plus, mais est-ce que s'ils sont rajoutés, par exemple, à une whey protéine, est-ce que rajouter des BCA peut être utile? Et je suppose que tu vas me dire que ça peut être utile en fonction du contexte. Peut-être qu'avec l'âge, vu qu'il y a une certaine résistance à la leucine, ça peut être intéressant de rajouter. Je vais dire oui, parce qu'il y a une étude qui le confirme. J'avais mis l'article sur mon blog. Euh, Ensuite, bon, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas non plus que la leucine. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, en fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'extraction splanchnique. En fait, c'est difficile à prononcer, mais bon, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que vos intestins, quand vous prenez de l'âge, vont retenir de plus en plus d'acides aminés. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des acides aminés, à part les acides aminés dérivés du cycle de l'urée, comme la citrulline. La citrulline passe toujours l'intestin. C'est pour ça qu'on dit toujours de prendre de la citrulline avant l'entraînement pour refaire de l'arginine et de l'oxyde nitrique, en fait, en quelque sorte. Puisque vous pouvez prendre 5 grammes de citrulline, ça passe l'intestin, alors que si vous prenez 5 ou 6 grammes d'arginine, là, ça va être problématique. Donc, si vous faites une diarrhée juste avant, c'est peut-être pas une bonne idée. Encore moins pendant l'exercice. Non, en fait, c'est ça, quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de plus en plus de protéines quand on prend de l'âge. À 20 ans, vous allez prendre 20 grammes de protéines, elles vont être assimilées. Elles vont servir à la synthèse des protéines. Et 20 ou 30 ans plus tard, ça ne va plus être le même refrain. Ce sera plutôt 40 ou 50 grammes de protéines, disons, pour dire d'avoir à la fin qu'il nous reste quelques acides aminés pour pouvoir, en fait, euh, permettre Mais la synthèse des protéines. finalement, on aurait un même résultat, voire meilleur, en prenant plus de protéines plutôt que prendre des protéines et rajouter de la leucine. Ou un effet similaire. Bah, ça dépend de l'âge, encore une fois, quoi. Ok. Moi, je prends toujours de la leucine en plus. Je prends pas au matin, parce que le matin, je mange assez peu. Euh, Ça, c'est pas bien non plus, puis c'est une mauvaise habitude. Mais le midi, je vais me faire mes deux capsules de leucine. Donc, je rajoute à peu près 2 grammes, 2 grammes et demi avec le repas. Le soir, pareil. Et puis, avec la collation aussi, quoi. Ok. Donc, ça, c'est ça, quoi. Mais bon, j'ai 47 ans aussi. Ok. Donc, mais je vois la différence, effectivement. Donc, Alors, entre des BCA et de la leucine, bon, c'est difficile à dire.
Mais je vais Alors, dire toujours il me le semble, conseil de prendre des BCA pendant le repas plutôt, c'est plus intéressant. il me semble qu'il y avait une étude qui montrait que quand il y avait donc quand on rajoutait des BCA à une whey protéine ou simplement de la leucine, on avait un meilleur effet en rajoutant de la leucine parce qu'en fait, les BCA vont rentrer en compétition l'un l'autre au niveau en tant que transporteurs intestinaux. Oui, il y a ça aussi, hein. Ouais, ouais, c'est exact, hein. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit aussi. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, si vous prenez des BCA avant et après l'entraînement, ça veut dire que vous avez de l'argent à perdre. Vu que pendant l'exercice, je veux dire, le muscle a besoin de glucose, quoi. Besoin de Ouais, glucose donc pour refaire de l'ATP. il y a mieux à faire, quoi, Ouais, il y a comme mieux à faire complément. que ça. OK. Non, mais je sais pas, Surtout pour la plupart des ouais, jeunes qui nous écoutent, du coup. ouais, voilà, quoi. Non, prenez votre booster avant l'entraînement si ça vous chante, tant que le taux de caféine est assez modéré, quoi. Alors, que prendre comme complément alimentaire pour pallier à une légère anémie? Alors ça, c'est difficile à dire parce que légère anémie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a été constaté sur le plan médical? Ouais. Mm. Ça, c'est la première chose que je me pose parce on peut se dire, ah bah tiens, je respire mal, est-ce que je fais pas une anémie, tout ça, bon, est-ce que est-ce que ça peut durer une journée, 2, 3 heures, mais bon, si ça devient symptomatique, là, il y a de quoi s'inquiéter. Non, mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que si on pense vraiment faire une anémie, peut-être une perte de fer, etc., peut-être pour les femmes aussi qui vont perdre du fer bon, à cause des règles, tout simplement, c'est des choses qui arrivent, hein, ça, on le sait très bien, à cause d'un sport intense. Il peut y avoir un manque de fer, hein, oui, c'est vrai, quoi. Encore que ce soit assez relatif, hein, mais bon, disons, la première chose à faire, c'est peut-être de prendre tout simplement un complément en vitamine B12, quoi. Prendre de la méthylcobalamine et pas de et pas la B12 synthétique. En fait, la synthétique, c'est la cyanocobalamine. En fait, cyanocobalamine, pourquoi? Puisque c'est un atome de cyanure sur la cobalamine. En fait, c'est pas. Pour la méthylcobalamine, donc c'est intéressant, c'est que c'est un donneur de méthyle aussi. Vous pouvez prendre 500 microgrammes, 1000 microgrammes, 2500. Moi, j'ai ma petite boîte, parce que là, je suis un peu en fatigue en ce moment, quoi. Ma petite boîte de B12, c'est 2500 microgrammes. Il n'y a pas de limite, je veux dire, légale pour la méthylcobalamine, alors qu'il y en a une pour la cyanocobalamine. OK. La forme méthylée, en fait, est en vente libre. La forme cyanocobalamine, qui est beaucoup moins intéressante et beaucoup moins assimilée, puisqu'en fait, il y a 4 transformations pour arriver, pour que la cobalamine soit active en fait, au niveau cellulaire. Et donc, c'est pas intéressant du tout. Et donc, la cyanocobalamine, pardon, la forme artificielle de la B12, elle est pas en vente libre. Euh, donc, vous devez vous la faire prescrire. Pour prendre 1000 microgrammes de cyanocobalamine, c'est une prescription médicale. OK. Ah non, ce qui est ridicule, hein. Ouais. Totalement ridicule. Et pour répondre à la question, c'est un peu compliqué parce que l'anémie, elle peut être due à beaucoup Oui. de choses au niveau du métabolisme du fer. Ah oui, c'est ça. Ouais. On peut voir aussi au niveau de la celluloplasmine avec peut-être un manque Ouais. de cuivre, un manque de vitamine A. Ouais. Tout ça peut jouer. Donc, la question est assez large et sans en savoir plus sur la personne, c'est vraiment compliqué de répondre. Ouais, c'est ça, la question du fer, de la ferritite. Je pense que c'est des choses à faire constater sur le plan médical par son médecin, quoi, Voilà. hein. Après, voilà. Donc, alors, la B12, pourquoi? Puisqu'en fait, la B12 va permettre aussi d'activer l'acide folique, la vitamine B9, en fait, au niveau cellulaire. Et Qui s'active la ces B12. ces deux vitamines qui vont être intéressantes sur le plan de la méthylation aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Pour faire du SAM. Donc, le SAM, le S-adénosylméthionine, qui nous permet justement de contrer les effets de l'homocystéine, en fait, en quelque sorte. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc pour ça, la forme méthylée de la cobalamine est intéressante. Et voilà, on est aussi sur le métabolisme, en fait, sur la génération des globules rouges, tout simplement, quoi. OK. Globules rouges, fer, respiration, Alors, énergie.
La question suivante, c'est sur la glutamine. Est-ce qu'elle est intéressante après le sport ou avant de dormir? Donc déjà est-ce que la glutamine est intéressante pour toi? Ah non, Non. On en parle j'ai pas. souvent pour l'intestin. Quel est ton avis là-dessus? C'est vrai, c'est la seule chose qui puisse vraiment être intéressante au niveau de la perméabilité intestinale et donc du système indirectement pour le système immunitaire. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Puis encore, il faut voir, puisque la glutamine, en fait, qu'on vend en pot, il faut voir déjà la qualité. Et puis, il faut voir aussi si le pot a été stocké pendant 3 mois dans un entrepôt avant d'arriver sur les étagères du vendeur. C'est loin d'être optimal, en fait. La glutamine, elle se conserve très, très mal. Ah, donc c'est quelque chose qui peut se dégrader alors en Ouais, complément ouais, alimentaire. Ok. ça va assez vite. Ouais. C'est pas vraiment. Si, après, je veux dire, après l'entraînement, il y a des études qui ont été faites là-dessus, je veux dire, sur l'épuisement des athlètes, en leur donnant un complément de glutamine. Effectivement, euh, on a constaté euh, un taux d'infection moindre chez les athlètes dans les semaines qui suivant en fait cette supplémentation. Donc, Donc c'est pour pas le. tout à fait inutile, mais sur la croissance musculaire, l'effet est nul, mais absolument nul. Ok. Ok. Voilà, Et on a fait des études là-dessus. ça peut être aussi problématique pour les personnes qui ont un excès de glutamate au niveau cérébral ou pas? C'est difficile à dire. Ça, je peux pas répondre de manière aussi précise sur ce sujet parce que là, j'ai pas d'éléments là-dessus, quoi. Ok. Il aurait fallu que je puisse en fait faire une D'accord. lecture des articles pour synthétiser un peu tout ça. Ok. Donc s'il y a un intérêt sur la glutamine, d'après toi, c'est pour le système immunitaire, la perméabilité intestinale, mais pas plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Ça Ok. va pas plus loin. Avant de dormir, je vois pas l'intérêt. Il vaut mieux prendre un peu de glycine, quoi. Ce sera plus intéressant. Alors, la question suivante, quel est ton avis sur la coenzyme Q10? Alors, l'ubiquinone ou l'ubiquinol pour la forme active, comment je vais dire, c'est un des compléments alimentaires qui ont été le plus sous-estimés. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage puisqu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, notamment au niveau des cardiomyopathies, au niveau de l'hypertrophie en fait du ventricule gauche, des choses comme ça, donc quelque chose qui touche essentiellement au niveau cardiovasculaire. Donc ça, je veux dire, c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, je prends toujours, c'est un des compléments que je prends le plus souvent, le La coenzyme coenzyme Q10. Q10. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Pour la fatigue, c'est intéressant. Alors, d'un point de vue en fait sportif, pour l'endurance, on a quand même fait il y a des études cliniques qui parlent de 200 à 300 mg d'apport supplémentaire en coenzyme Q10. Et en fait, ça n'a pas donné de résultat. Dans la plupart des études, il n'y a pas eu de résultat sur la performance sportive. Par contre, Ok. pour la respiration, la respiration cellulaire, en fait, au niveau des mitochondries, vous avez toujours, pour schématiser je veux dire très rapidement, vous avez toujours le coenzyme qui se balade sur la chaîne de transport des électrons pour dire de permettre de faire finalement faire de l'ATP en fait, hein. Vous avez les quatre complexes en gros sur votre barrière mitochondriale qui va permettre par un différentiel en fait d'énergie, de refaire de l'énergie en quelque sorte avec le cheminement des électrons et donc de refaire de l'ATP par la suite avec l'ATPase qui va permettre aussi de faire de l'ATP. Donc là-dessus, si vous voulez, le coenzyme Q10, il y a d'autres cofacteurs enzymatiques qui interviennent entre les différents complexes, mais le coenzyme Q10 lui, il se balade en fait, hein. Il se balade et puis il Il me va. semble qu'il fait la liaison entre le complexe 1 et le complexe 3 et le complexe 2 et le complexe 3. Ouais, Mais c'est c'est toi le ça. Ouais. spécialiste. Je pense que c'est ça. Je pense que tu as raison à ce niveau-là. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est ça. Mais Mais en de toute fait, façon, c'est quand même compliqué pour la plupart des gens qui nous écoutent. Donc, oui, c'est mais il vrai. faut retenir qu'il va intervenir au niveau de la dernière étape, au niveau de la production d'ATP, au niveau de la Ouais, chaîne ouais. respiratoire, en tant Voilà, pour des que, questions oxydatives, quoi. ouais, que transporteur au niveau Ouais. des différents complexes de la chaîne respiratoire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un Et donc, antioxydant. Voilà. On parle du biquinone ou du biquinol, ça veut dire qu'en fait, c'est une molécule qui est présente partout, en fait, présente partout dans l'organisme. il me semble que c'est l'ubiquinone, la forme réduite, et l'ubiquinol, la forme Oui, oxydée. c'est C'est ça. ça, ouais, 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 Ok. voilà. Exactement. Voilà. Et donc, C'est vrai que c'est un complément qui est intéressant en termes de santé globale, que tu dirais, mais
en termes de performance, c'est pas quelque chose qui a été prouvé Non, au niveau des études. non. Non, Ok. pas du tout. Puis encore une fois, c'est une question d'âge, quoi. Quand on a 20 ans, je vois pas trop l'intérêt. Mais 20 ans Ouais, plus tard, ouais, effectivement, ça peut rendre pas mal de services. ouais. On sait Donc, aussi que certains ouais, c'est ça. médicaments comme les statines déplètent la Les coenzyme Q10. statines, exactement, tu fais très bien de le rappeler d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, tout à fait, quoi. Ok. Donc Donc plutôt. après, tu peux prendre l'ubiquinone ou l'ubiquinol, mais l'ubiquinol est plus cher, quoi. Mais c'est la forme active. Ok. D'accord. Alors, la dernière question, ça va être une question qui, je suis sûr, va être compliquée pour toi. Donc, quels sont selon vous les deux suppléments indispensables? Alors, j'aurais tendance à dire trois, mais bon, si je disais deux compléments indispensables, je dirais que c'est de la vitamine D Ouais. et du magnésium. Mhm. Après, Et j'aurais si, tendance en troisième position à mettre la vitamine C, mais disons si on reste sur deux compléments, c'est surtout ça, quoi. Alors pour le magnésium, on l'a vu, pour la vitamine D, bon ben la vitamine D, c'est plus qu'essentiel. Et je veux dire autant que pour le magnésium, c'est toujours une question de carence aussi, quoi. On est ouais, fort carencé généralement en vitamine D et en magnésium. La vitamine D, c'est plus savoir comme une hormone. Donc, bon, peu importe, de toute manière, elle agit sur un peu plus de 700 enzymes dans le corps. Elle est absolument essentielle sur le métabolisme de la sérotonine aussi, par exemple. Elle est indispensable au système immunitaire, elle est indispensable aussi à la croissance musculaire. Donc, la vitamine D, c'est important, quoi. Après, par rapport, je veux dire, au dosage recommandé, c'est ce qui est toujours un petit peu problématique, c'est que les dosages, en fait, les VNR, en quelque sorte, ou les AJR, comme on disait avant, sont très très faibles par rapport à ce qu'on devrait prendre en termes de vitamine D. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours mon petit complément de 5000 unités par jour, quoi. ok, Du sport de manière intense. Pour les sédentaires, ça peut être un peu moins, mais de toute manière, si on prend 500 unités par jour de vitamine D, avec l'alimentation, c'est ridicule. Je veux dire, au niveau de la longévité, c'est un des facteurs les plus probants, quoi. On a fait des expériences, c'est pas Gabriel Lyon qui en parle, c'est Rhonda Patrick en fait, qui avait fait une conférence là-dessus. On avait pris des rats sans vitamine D et des rats qui prenaient un taux de vitamine D suffisant. On voyait très bien la différence d'âge entre les deux, quoi. Entre les deux ok, rongeurs, c'était vraiment absolument stupéfiant, quoi. Donc là aussi, vous verrez, j'ai mis l'article sur mon blog, quoi. Voilà. ok, génial. Et de mon côté, pour les compléments, ce serait aussi le magnésium. Donc, c'est pas très sexy. On s'attend à un truc vraiment intéressant, vraiment un truc qui va booster la performance. Mais le magnésium est vraiment polyvalent et j'aime vraiment ce complément. Et j'aime vraiment le Voilà. Super Mac Ouais. de Christophe. Et en deuxième complément, alors c'est un peu aussi compliqué pour en mettre très bien trois. Je dirais que c'est le collagène Ouais. pour le Le côté collagène. vraiment. Parce que c'est vrai que finalement, il n'y en a aucun qui est probablement indispensable. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'avoir 600 mg de magnésium dans son alimentation, mais ça va être assez compliqué. 600 ou 800 mg de magnésium, quelque chose Il comme ça. faut que Et ça suive aussi au niveau des apports en calcium. Faut qu'il y ait un équilibre. voilà, Sinon, le calcium c'est est pas. ça. Et pour le collagène, c'est aussi toujours un petit peu compliqué d'en consommer suffisamment tous les jours. Donc, je dirais que c'est les deux compléments que j'aime particulièrement. Ouais, tout à fait. Bah, j'y croyais pas trop, hein, il y a de ça quelques années, le collagène, j'y croyais pas trop, mais bon, c'est vrai que c'est une source de glycine. C'est intéressant parce que d'un point de vue articulaire, et puis bon, même sur la croissance musculaire, quand on prend vraiment de l'âge. Là encore, il y a une étude qui a été faite avec des athlètes de 70 ans qui, en fait, on s'est rendu compte que le collagène stimulait la croissance musculaire. Après, on va dire, ouais, mais comment ça se fait? Ouais, C'est pas complexe, c'est une etc. étude qui a été publiée sur Subversity aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, exactement. Ouais. génial, génial. Ok, donc c'était la dernière question. Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, Eric, on va finir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Je sais que tu as un site internet. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est le blog Espace Corps, Esprit Forme.
Donc, j'essaie généralement de mettre 3 articles en ligne par semaine. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi. Parfois, il y a un décalage en fonction de mon travail, mais généralement, c'est ça. Donc, sur Facebook aussi, vous pouvez me retrouver facilement, hein. Donc, Eric Mallet, vous allez le retrouver. Et, mais sinon, il y a le groupe Espace Corps, Esprit Forme. Et donc, en fait, j'ai ouvert un groupe avec Christophe qui est plus spécifique en quelque sorte au marché de l'agroalimentaire et des compléments. Ça s'appelle Trend with Brain en fait. Tu Où peux je vais peut-être parler. montrer ton livre pour qu'on voit la Oui, couverture. tout à fait. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Voilà. Hop, voilà. Voilà, J'aime beaucoup la couverture avec la capsule en fait. Là, c'est le travail de Loïc, des éditions au Cré. génial, Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, génial. si vous voulez en fait avoir des informations quand même assez complètes, même si je suis pas totalement satisfait de mon livre, pour moi il manque une centaine de pages, mais bon, Ouais, mais ça, tu es aussi très perfectionniste, il ouais, faut ouais, le dire. ouais. Je pense que je vérifie, etc. C'est tout le temps pareil, même par rapport aux questions que tu as posées. Je veux dire, je connaissais un petit peu la question avant, bon, ben, je savais sur quel sujet ça allait tomber, forcément. Et il faut toujours que je vérifie tout, quoi. Toujours que je vérifie, etc. J'ai horreur, je vais pas parler dans le vent, quoi. J'ai pas l'habitude de brasser de l'air, quoi. Génial, Euh, c'est important, même si c'est de la nutrition sportive, je veux dire, c'est un domaine qui touche énormément de personnes et des jeunes. Les jeunes, ils ne savent pas non plus où ils vont, ils ne savent pas trop ce que c'est que la musculation. Bon, bah, je le vois souvent en salle, hein, ils ne savent pas s'entraîner, ils ne savent pas quoi manger ni comment. Ils savent pas ce que c'est un complément alimentaire, ils n'ont aucune connaissance du marché, encore moins de ce qu'il y a dans un complément. Donc voilà. Je pense qu'en fait, on a un boulot important vu que on rend service, quoi. On rend vraiment service aux athlètes, que ce soit les jeunes, les plus anciens, etc. Donc pour moi, c'est important. C'est mon métier aussi, maintenant. génial. Donc, on mettra tout en description pour te suivre et ton groupe. Oui. Et Eric, à très bientôt, peut-être pour un nouveau podcast. Ouais, je te dis à bientôt, Vassili, À sois bientôt. énormément.